Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce jour pour un nouveau numéro de votre émission préférée Info Hebdo de ce samedi 23 mars de l'an 2018. Au menu du décryptage de ce jour, nous aborderons entre autres un fait sociétal qui défraie la chronique depuis quelques temps, c'est le phénomène des cybercriminels qui sont d'ailleurs cités comme auteurs de crimes rituels récurrents. Ils sont tenus responsables des assassinats crapuleux que l'on observe depuis peu au pays et des disparitions tous azimuts d'enfants. Au Bénin, la fronde sociale perdure avec le front des trois ordres de l'enseignement qui est divisé sur la suspension de la grève. Cette semaine, malgré la suspension de la motion de l'intersyndicale des enseignants de la maternelle et du primaire, ainsi que celle du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du Bénin-SNEC Bénin, le paradoxe demeure. Entre reprise timide des classes et durcissement de ton, une cacophonie s'installe dans les esprits, laissant ainsi libre cours aux spéculations de tout genre. Préoccupé par la tension sociale qui prévaut actuellement au pays, le Front pour le sursaut patriotique FSP a effectué une sortie médiatique à cet effet et exige au gouvernement du président Patrice Talon la rétrocession des défalcations effectuées sur salaire afin que le calme et la sérénité reviennent, et ce pour le bonheur de l'école béninoise. La sentence prononcée par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou à l'encontre des responsables des sociétés grossistes dans l'affaire faux médicaments est loin de faire l'unanimité. Ici, pour certains observateurs, c'est un grand pas effectué dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique. Chez d'autres, il existe beaucoup de points d'ombre dans cette affaire, car le débat technique autour du dossier relève des incohérences et des incompréhensions inquiétantes. Chers amis internautes, voilà entre autres les actualités qui feront l'objet du débat de ce jour. Et pour le numéro du jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Raoul Ounsounou. Il est directeur de publication du journal Nord-Sud Quotidien. Il sera face à Virgile Aroncet. Il est journaliste à Radio Soleil. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le décryptage de jour, je ferai avec Virgile Aroncet. Virgile, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Raoul Ounsounou, qu'on ne présente plus d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez écouté mon introduction. Je parle de crimes rituels, je parle du phénomène des cybercriminels au Bénin. Virgile Aroncet, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, tout le monde est étonné, je vais dire, de la recrudescence donc, de ces crimes-là. Et surtout, n'est-ce pas, de ce silence qui a entouré cette actualité jusqu'à un passé récent, parce que, bon, que les criminels s'activent, qu'ils recommencent, qu'ils reprennent du service, c'est presque normal, je vais dire, que les autorités, que le mécanisme qui devait fonctionner, n'est-ce pas, pour les arrêter ne fonctionne pas. Mais moi, j'étais encore plus éclairé. Heureusement, j'ai commencé par voir quelques signes. L'autre préfet a trouvé de matière sur quoi surfer, et donc il a réuni les vaudounos, tout ce qui peut, n'est-ce pas, pouvoir gendarmer les choses. Je suis d'accord, il faut le faire, c'est une bonne chose si ça peut les arrêter, mais au-delà du folklore, je crois qu'il faut prendre le problème avec plus de sérieux, n'est-ce pas? J'ai aussi vu la justice, le parquet de Cotonou notamment, faire une sortie. Ça, je ne l'ai pas beaucoup apprécié, parce que pour moi, c'est comme le tigre, il bondit plutôt, il saute sur sa proie. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si la justice aussi a peur, mais vous réprimez, et cette répression-là fait écho et fait ranger donc les mal intentionnés. Je sais que c'est spécifiquement par rapport aux publications sur les réseaux sociaux, c'est de ça qu'a parlé donc le premier substitut, mais que d'avertir, n'est-ce pas, cette douce et gentille justice, j'en ai rarement connu. Et donc, je crois qu'on aurait dû commencer par réprimer et faire ranger les autres et dissuader. Alors, est-ce qu'avec la recrudescence de ces crimes rituels, ça ne met pas en péril le pacte qui nous lie quand même à nos entités culturelles? Bon, moi, je ne parlerai pas tout de suite de péril, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce que je vois depuis quelques jours, depuis lundi dernier, où on passe dans des vents on voit des vents bouclés totalement par les éléments de la police. On dit ils sont aux trousses des gaïmans, comme on le dit souvent. Ben, je demande, qu'est-ce qu'on combat? C'est les cybercriminels qu'on combat ou bien le Kenessi? Parce qu'il faut qu'on spécifie le combat qu'on fait.
Si c'est le Kenessi qu'on combat, on sait qu'on est retourné dans les années révolution, où sous Kérékou, il y avait eu un combat rude contre spécifiquement ce fétiche-là, qui reste une divinité adorée par certaines personnes. Donc, est-ce que c'est ça qu'on combat? Est-ce qu'on combat une divinité ou bien est-ce qu'on combat les cybercriminels? Il faut qu'on essaie de... Peut-être le combat est dirigé vers les cybercriminels parce qu'on estime peut-être qu'ils en font un mauvais usage. Oui, mais les crimes rituels qu'on a observés ces derniers temps, on ne fait pas l'apologie des cybercriminels, mais ce n'est pas que eux. On a eu cette affaire de Renaud Kwesse à Misrété. Ce n'est pas un cybercriminel. Et je n'ai pas vu parmi les personnes interpellées de cybercriminels interpellés à Porte-Novo. Donc, il faut qu'on spécifie un peu. À Tori, ce qui s'est passé, c'est plutôt les cybercriminels qui ont été à la sauce, comme on le dit, d'un renom. Donc, il faut qu'on spécifie. C'est vrai qu'il y a des cas d'enlèvement d'enfants aujourd'hui, on en a aujourd'hui encore. Enfin, disons hier vendredi, il y en a eu à Topota et la personne a été arrêtée. Donc, il y a ce genre de cas. Il faut qu'on spécifie, qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on combat le vaudon, Kenessi, ou bien c'est les cybercriminels qu'on combat? Si c'est les cybercriminels, je voudrais dire que c'est la résultante de la démission de l'État. Parce que, en fait, on n'a pas pu mettre des garde-fous. Quand ce phénomène débutait, les gars appelaient ça 419. Ça veut dire quoi? C'est d'origine anglaise. Disons, Nigeria. C'est plutôt nos chers amis Ibo qui se déplacent au Bénin parce que le Bénin n'ayant pas un national juridique qui réprime le phénomène, se déplacent au Bénin et à un moment donné, vous avez vu ça a donné lieu à la flambée des prix de loyer et tout. C'est eux d'abord qui ont commencé et qui ont contaminé nos jeunes frères qui sont dedans. Donc, et c'est parce que le Bénin n'arrive pas à contenir, n'arrive pas à combattre le phénomène. Donc, d'abord, il y a une question de la démission de l'État qu'il faut déjà régler avant de se lancer dans une telle crise. Sinon, on va faire beaucoup de règlements de comptes. On va arrêter pour arrêter. J'ai déjà entendu, on a interpellé quelqu'un qu'on estimait être un chef de gang, un artiste bien connu, qui a été déjà relâché aujourd'hui. Donc, on va arrêter pour arrêter. Et tant que vous n'avez pas les preuves pour montrer que c'est des gars qui sont dans le domaine, vous serez obligé de les relâcher. Alors, Vigile, on sait, Raoul nous parlait tout à l'heure de démission de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que les responsables des régions endogènes ont quand même une part de responsabilité dans la question? Parce que quand ils voient de près, est-ce qu'eux aussi donnent le fétiche à celui qui mérite d'abriter ce fétiche en question? Parce que quand on parle de Kenessi, quand même, c'est tout un parcours pour quand même essayer d'abriter ce fétiche, à mon avis. Vous parlez de la responsabilité donc, des responsables des religions endogènes. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, vous savez, je dis encore une fois, ce n'est pas avec le spectacle qui entoure, parce que on en était à déplorer le silence de l'État. On en était à déplorer le silence des instances qui doivent pouvoir connaître, n'est-ce pas, de ces problèmes-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre dans le spectacle, simplement. Ce n'est pas pour autant qu'il faut commencer par, n'est-ce pas, passer dans les vents bouclés, montrer à l'opinion qu'on travaille ainsi. Je pense que ce n'est pas ce qui devait être. Ce n'est pas ce qui devait être. Il faut y aller avec méthodologie. Vous avez parlé donc des responsables des cultes endogènes, des religions endogènes. Bien sûr, il faut les organiser, il faut les considérer. Et c'est sûr que ce sont les égarés, n'est-ce pas? Mais je ne vous coupe pas. Est-ce que dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut parler de crime rituel? Parce que quand on voit de près, par le passé, quand le temps où nous avions parlé de crime rituel, c'est quand on emmenait peut-être des femmes, après peut-être des conquêtes qu'on amenait à des rois pour exécution. Et dans le cas d'espèce, est-ce qu'on ne peut pas peut-être parler d'assassinat, par exemple? Non, c'est toujours des crimes rituels. Ça dépend des rites. Ici, il s'agit donc d'un fétiche, pour parler vulgairement, qui mange, qui boit le sang humain. Donc, on lui en offre. Ben oui, vous parlez de ce temps-là, par rapport à ce contexte-là. Voilà comment ça se fait. Les crimes rituels par rapport à ce fétiche Kenessi, c'est de cette manière que ça se passe. Alors, oui, je reviens un peu, mais Raoul, est-ce qu'à l'avenir, on va assister peut-être à un bras de fer entre
autorités gouvernementales, les responsables de régions endogènes, parce que déjà on voit le préfet du département littoral qui, avec sa décision d'interdire les sorties des groupes dans le littoral, n'est pas très apprécié ou apprécié diversement par les dignitaires du culte Egun. Et aujourd'hui, maintenant, il veut aussi essayer de voir un peu comment il va faire pour essayer de contrôler aussi le secteur du Kenessi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à la on fait une bonne publicité à ce vaudou Kenessi. Moi, je ne sais pas si j'en étais adepte, je serais très fier parce qu'on lui fait une bonne publicité par ces temps-ci. Mais les gens parlent aussi de Gambada, vous n'en parlez pas. Et tous les cybercriminels dont vous parlez, il y en a même qui n'ont même rien et qui n'ont que leur bouche comme leur vaudou. Donc, on s'attaque à peut-être des croyances d'autrui, alors que nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'association, la liberté de croyance et tout. On s'attaque à des croyances. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a des pasteurs. Donc, il y a des pasteurs qui ont même des télévisions et qui font prière à ces gens-là. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Des pasteurs évangéliques, même étrangers installés au Bénin, qui font des prières à ces gens-là. Mais personne n'en parle. Vous vous attaquez à des symboles, à des croyances d'autrui et on fait une publicité, une bonne publicité à un vaudou peut-être qui est chez lui et qui dort. Donc je crois qu'on prend mal la question de lutte contre les cybercriminels. On a un code qui a été voté, le code sur le numérique. Et allez par exemple, je crois, selon mes informations, l'unité en charge de lutte contre la cybercriminalité à la police, ils sont à peine 4 ou 5 éléments. Si déjà on commence par doter cette unité d'éléments et qui fait bien son travail, je crois que j'ai vu par le passé cette unité aller aux trousses des journalistes parce qu'ils auraient publié sur des forums WhatsApp ou bien sur des réseaux sociaux. Mais au lieu d'aller s'occuper de ces gens, de ces cybercriminels-là. Donc, quand vous parlez de Kenessi, on s'attaque, tout le monde parle de Kenessi, on ne sait même pas le vrai vaudou, non, le vrai vaudou, non, celui... Il faut arrêter de faire la publicité. Oui, vous faites la publicité à un vaudou qui est tranquille chez lui. Et ceux qui ont le Kenessi, vous ne diront jamais qu'ils ont le Kenessi. Ce qu'on nous expose là, vous ne savez même pas si c'est ça. Vous et moi, nous n'en connaissons rien. Le préfet qui les a rencontrés, je ne sais pas s'il en est adepte. Si on dit par exemple d'aller démolir un Kenessi, je ne sais pas ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut ne pas prendre. Mais je dis, il y a des gars qui ont même des télévisions qui font des publicités pour ces gens-là et qui leur dit, mais demain j'ai appris que tu viens acheter à Valon et qu'il y a 10 millions qui viennent, on dit Jésus va te donner l'argent. Pourquoi on ne s'en prend pas à Jésus alors? Peut-être le gouvernement y viendra bientôt, mais Vigile, avant de peut-être passer au sujet suivant, est-ce qu'en arrêtant uniquement les cybercriminels, est-ce qu'il n'y a pas toujours problème? Parce que certes, les fétiches existent, ce sont les fétiches qui demandent peut-être du sang humain, mais quand on enlève les auteurs et qu'on ne veut pas peut-être encadrer ou démolir les fétiches, est-ce qu'à l'avenir, ça va peut-être pas créer un trouble au niveau, ou une psychose au niveau du pays? Je vais en appeler encore à la méthode. Il s'agit encore une fois de la méthode. C'est vrai, le problème est là, il faut le résoudre, mais les cybercriminels ne sont pas, disons, les tuteurs donc, de ces fétiches. Les tuteurs de ces fétiches, il faut aller les retrouver dans le milieu donc, des responsables des cultes endogènes. Et il faut pouvoir collaborer avec eux. Non pas à la manière de Tobola où on les appelle, on leur dit, si jamais je vois encore, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... Vigile, je ne vous arrête pas, mais je dis de cesser de jeter la pierre chez les dirigeants des régions endogènes. Parce que c'est comme le phénomène de Vilo-Mengon aujourd'hui au Bénin, qui est un truc traditionnel et qui participe normalement à la construction, à l'éducation de l'enfant, mais qui aujourd'hui a été dévoyé. Donc quand vous parlez de Kenessi, par exemple, c'est une croyance qui existe. Si ça a été dévoyé, c'est pas pour autant vous jeter la pierre et tout le monde dit les responsables des régions endogènes, non. Non, je crois qu'il faut appeler les responsables des cultes endogènes à plus de responsabilités. Il faut mieux organiser le milieu et les responsabiliser de manière à ce que ils puissent extraire d'eux-mêmes ou en collaboration avec la police, en collaboration avec, comme le maire de Mistriti l'a fait, il a réussi à instaurer ça. Je sais pas le fameux recensement là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est déjà un début. Il faut déjà qu'on sache qui est Houno, qui est vrai Houno, qui est plutôt adepte de Kenessi, qui en vend aux enfants, aux cybercriminels. C'est cela parce que le Kenessi avait toujours existé, peut-être dans son milieu ne faisait pas autant de ravages. Donc il faut un peu plus de méthode
pour aller vers le problème. Ce n'est pas le spectacle que donnent les gens dans la rue ou dans les préfectures qui nous feront dire qu'on est en train de vraiment lutter contre. Et le pasteur qui prie pour les gamins, on lui fait quoi? Que les dirigeants trouvent quand même... non, mais c'est pas moi qui pose les questions ici, mais je demande à mon confrère, et le pasteur qui prie pour les gamins, on lui fait quoi? Le gouvernement va trouver peut-être les mesures idoines pour essayer comme de combattre le phénomène en question. Raoul Oussounou, nous allons passer au sujet suivant, c'est celui relatif quand même à la fronde sociale qui perdure aujourd'hui au Bénin. Nous avons des mouvements de débrayage qui durcissent parce que, à y voir de près, il y a des levées d'émotion, mais malgré cela, le paradoxe demeure. Bon, on a vu une levée d'émotion spectaculaire de l'intersyndicale. Pourquoi spectaculaire? Spectaculaire parce que vous avez vu la suite, les réactions qui ont fusé de partout. Vous avez vu que l'école n'a pas totalement repris ses droits, malgré que l'intersyndicale est levé par endroit. Il faut dire que ça reprend. Mais je dis que ce n'est pas parce que l'intersyndicale, mais peut-être parce que les gars sont fatigués de faire grève. Dans le supérieur, on a vu un syndicat. Moi, j'avoue que c'était la première fois que j'ai entendu leur nom. C'est avec cette motion de levée que j'ai entendu. Sinon, moi, je connaissais le SNES, le SNAS, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça, je l'avoue. Donc, c'était avec cette levée qu'on savait que ce syndicat, on a su que ce syndicat existait. Donc, bref, c'est pour dire l'urgence, moi, dans cette crise sociale, l'urgence, selon moi, n'est pas au niveau du secteur de l'éducation. L'urgence, pour moi, c'est au niveau du secteur de la santé. Parce qu'il faut être déjà en vie avant d'espérer avoir une éducation. Donc, la question de la santé, pour moi, est primordiale. Et quand moi, j'entends les agents de la santé, les agents de santé sont en grève, je suis meurtri. Donc, je crois que c'est cela. Tout le monde focalise l'attention aujourd'hui sur l'éducation, mais je crois qu'on devrait plus focaliser l'attention sur la santé, parce que même la Constitution dit que la vie humaine est sacrée et inviolable. Alors, que ce soit le gouvernement, que ce soit les travailleurs, je crois que chacun doit tenir compte de ce caractère sacré de la vie humaine et faire un peu de concession pour que de ce côté-là, ça reprenne. Mais les grévistes estiment que ceux qui ont décidé de lever leur motion de grève sont des généraux centraux. C'est la raison pour laquelle, depuis la levée de motion, les fameuses levées de motion, il n'y a pas obtempération au niveau quand même des différentes centrales et confédérations syndicales. Au niveau même dans les écoles, on ne constate réellement pas que quelque chose bouge à ce niveau. Mais est-ce que, à votre avis, Vigile Avancé, est-ce qu'il est quand même impératif ou impérieux d'avoir forcément la rétrocession des fonds défalqués avant de se rendre à l'école pour sauver quand même nos enfants? Quand vous observez aujourd'hui la situation, quand vous étudiez le rapport de force, vous comprenez que, visiblement, ce sont les grévistes qui sont en position de force. Et ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, c'est la rétrocession de cette défalcation-là. On en est au point où, disons, le gouvernement avancerait, bougerait les lignes, donc serait aussi en position de force, si il avait rétrocession aujourd'hui. C'est-à-dire, si on fait cette rétrocession, on n'aurait fait que déplacer le problème, on l'aurait ramené seulement juste au point de départ. Puisque c'est des revendications qui ont amené des grèves qui ont amené des défalcations. Maintenant, si il avait donc rétrocession de cette défalcation, dans l'opinion, il aurait tout au moins ce retournement-là que, eh bien, vous, enseignants, voilà, le gouvernement a fait un pas, oubliant que le problème demeurerait. Mais je ne sais pas pourquoi le gouvernement, à quelle stratégie ça répond, donc, cette position jusqu'au boutiste, notamment, je ne dirais pas du gouvernement, du président Talon. Je ne sais pas à quoi ça répond parce que... Raoul, vous avez la réponse? Non, moi, pourquoi, à votre avis, le gouvernement ne veut pas retrousser les fonds défalqués? Parce que, est-ce qu'à votre avis, le gouvernement a les prérogatives de qualifier une grève de légale ou de légitime? Bon, j'estime que de plus en plus, on a constaté, on le déplorait sous Yahi, mais on a constaté que la pratique a continué. Le Conseil des ministres est devenu un tribunal. Sinon, c'est un tribunal administratif qui devait juger de l'illégalité ou bien de la légalité d'une grève. Mais malheureusement, le Conseil des ministres l'a fait à la place du tribunal. Bon, on en prend hâte. L'autre chose que le Conseil des ministres a annoncé, n'a pas fait, et moi je l'attendais plus, c'est considérer les grévistes comme démissionnaires. Bon, je ne sais pas si on en a enregistré
déjà. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que de chaque côté, que ce soit du côté des grévistes, que ce soit du côté du pouvoir, chacun reste campé sur sa position. Vous me demandez pourquoi le gouvernement ne veut pas retrocéder. La question, c'est à poser au président Talon, parce que quand même les ministres sectoriels, quand ils discutent avec les travailleurs, chacun à son niveau, quand ils viennent au niveau de... Il faut voir le compte rendu de la discussion. Chaque fois, quand ils viennent au niveau des défalcations, ils disent ça, c'est avoir un conseil des ministres, c'est une décision prise en conseil des ministres, c'est pas de notre ressort. Donc, du coup, il n'y a que le chef qui puisse réellement répondre à votre question. Mais j'estime qu'une fois la décision prise et ça a été hâté, les défalcations ont été constatées, les ressources de l'État, c'est pas qu'on a défalqué, on a enlevé 100 francs de 200 et puis les 100 francs sont dans une caisse. À part là, non. C'est des ressources qui se déplacent à tout moment. Est-ce qu'il faut encore rassembler ces ressources-là avant de rétrocéder? Je ne sais pas. Est-ce que la caisse n'est pas évanescente? C'est des questions à se poser aussi. Et l'autre chose dont il faut tenir compte, ça moi je le dis souvent, il ne faut pas que les agents de l'État, certes, ils ont un rôle de régulateur de la vie de la nation, mais il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'ils sont 4% de la population. Et dans la population active aussi, ils ne sont pas aussi trop nombreux. Ils doivent être autour de 115 000. 115 000 et quelques agents de l'État. Donc, or, nous sommes dans un État où tout est priorité. Je ne dis pas que c'est la défalcation des travailleurs qu'on va utiliser pour faire autre chose. Mais c'est que peut-être l'argent a été déjà utilisé. Il faut chercher et remettre à sa place. Parce que nous savons que tout est priorité aujourd'hui. Donc face à ça, si je m'en tiens au point de presse des deux ministres, le ministre de la Justice et le ministre de la Fonction publique, qui disent ils n'ont qu'à commencer d'abord statut particulier pour ce qui concerne l'enseignement. Ça se fera. J'estime qu'il y a une bonne foi. J'estime que le gouvernement même est fatigué de voir la vie de la nation s'arrêter dans ces secteurs vitaux-là. Donc j'estime qu'il y a une bonne foi du côté du gouvernement et les gens pourront peut-être régler les problèmes au fur et à mesure. Mais est-ce que ça fait, à votre avis, est-ce que ça paraît sérieux que les gens aillent en grève sans peut-être, comme le dit le gouvernement, ils n'ont pas respecté les procédures normales et qu'ils effectuent des mots de débrayage et qu'on les défale et que parce qu'ils ont revendiqué une ou deux fois, on retrocède. Est-ce qu'à l'avenir, ils ne vont pas s'en servir de cette grève quand même pour faire chanter parfois le gouvernement? Non, mais écoutez, ne répétez pas. Quand bien même le gouvernement, on sait que le gouvernement est réceptif aux grèves. Ne répétez pas le gouvernement. Qu'est-ce qu'on devait pouvoir respecter de votre point de vue pour aller en grève? Le gouvernement n'a-t-il pas reçu donc les motions de grève? Non. Mais tout le monde a suivi, tout le monde sait comment les grèves vont commencer. Disons, allons même au-delà. Donc. Mais vous parlez effectivement de l'origine de ces grèves. Est-ce que dans ce pays, quand on sait qu'il y a des agents de droit, il y a quand même tout un parcours qu'une loi doit suivre avant d'être promulguée, est-ce qu'on ne devait pas attendre d'abord que la Cour constitutionnelle se prononce d'abord avant de peut-être déclencher ces différents Peut-être qu'ils auraient attendu. Parce qu'on a comme l'impression que ces grèves ont influé quand même la décision de la Cour. Bon, et alors, le résultat est là. Les syndicalistes ne fonctionnent pas comme, je ne sais pas, vous n'avez pas demandé aux syndicats de saisir la justice, machin, non. Je suis d'accord avec vous, la grève a dû faire partie des pressions exercées pour aboutir à ce résultat. Et c'est ce qui comptait le plus pour eux. Maintenant, cette décision de la Cour constitutionnelle est importante. Je crois que c'est elle qui détermine tout. Puisque si la Cour avait dit que oui, cette réforme était légale, bon, les travailleurs se seraient trouvés, n'est-ce pas, en mauvaise posture aujourd'hui pour réclamer ce qu'ils réclament. Mais à partir du moment où la Cour a arbitré et a dit que eh bien, ce n'était pas normal, ce n'était pas constitutionnel, cette réforme opérée à l'Assemblée nationale, je crois que le gouvernement se trouve en position de faiblesse. Et surtout, quand vous prenez l'UNAMA, par exemple, ils ont averti avant donc, de poser l'arrêt de guerre que si jamais il y avait cette défalcation, ils reprendraient la guerre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, vous demandez, mais pourquoi, quel est l'objectif du gouvernement en agissant ici si aujourd'hui... C'est pour rétablir l'état de droit, comme l'a dit le ministre. Non, mais qu'est-ce que vous appelez l'état de droit? Lorsque, par exemple, les enseignants, et on sait que ça également, c'est la loi qui le dit, quand c'est des revendications des droits acquis, il n'y a pas de défalcation. Mais pourquoi alors on les défalque? Sur tous les plans, moi je pense que le gouvernement ne devrait pas faire ce qu'il a fait, de mon point de vue, mais il a fait tout de même. Maintenant, supposons même que le gouvernement ait raison. Mais
un gouvernement, un chef d'État règne d'abord sur la paix sociale notamment. Et gérer un pays, ce n'est pas une entreprise. On peut faire ce genre de concessions, n'est-ce pas, pour pouvoir, ne serait-ce qu'appliquer le péage, par exemple. Est-ce que c'est dans cette ambiance, c'est dans ce climat-là que le programme d'action du gouvernement va être réalisé? C'est en cours de réalisation, des chantiers sont lancés. Raoul Onsounou, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, je voulais réagir parce que vous parlez de grèves lancées. Toutes les grèves, on fait beaucoup d'amalgame. Aujourd'hui, on a mis dans la tête des populations que tout le monde est en grève parce qu'on a voté la loi, cette loi qui a été, dont la copie a été renvoyée à l'Assemblée, la loi sur le retrait des grèves. Les enseignants ne sont pas en grève pour ça. Vous n'allez pas voir dans la plateforme revendicative des enseignants qui sont en grève parce qu'on a voté cette loi, non. Les enseignants sont en grève pour le statut particulier, c'est clair. Ça également, c'est un droit acquis. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous prenez, par exemple, donc on fait un amalgame. Les gens ont déjà, dans le secteur de la santé, les gens ont déjà raccroché avec la grève. Depuis, si ce n'est pas les défalcations, il n'y aurait plus de grève dans la santé. À la justice, si ce n'est pas la défalcation, il n'y aurait plus de grève. Les enseignants, ce n'est pas réglé. Donc, quand vous parlez de l'origine des grèves, il faut qu'on nuance un peu. Peut-être ça a été un peu détonateur, ça a vicié un peu l'atmosphère des négociations, mais déjà, il faut déjà observer, il faut déjà faire observer que jamais dans ce pays, il n'y a jamais eu de négociations gouvernement-syndical. Il faut voir les plus grandes crises dans ce pays. Si ce n'est pas Gantin Père à son âme qui descend de Rome, qui vient dire arrêter et concilier les populations, c'est peut-être les têtes couronnées qui descendent et qui viennent au palais. Donc il n'y a jamais eu de négociations et les problèmes sont toujours là, on ne règle jamais. Les problèmes sont là, on ne règle jamais. Vigile avançait. Le Front pour le sursaut patriotique a effectué une sortie par rapport à cette crise et exige au gouvernement de retourner les fonds défalqués pour que la paix sociale revienne au pays. À l'analyse des faits, quand on y voit de près ce qui s'est passé, quand on voit tout le tollé qui concourt, est-ce que vous avez espoir que le gouvernement va peut-être réfléchir? Bon, écoutez, des gens ont demandé pardon au chef de l'État de retrocéder. Il n'a pas retrocédé. Le FSP, dites-vous, est arrivé et exige. Est-ce que c'est à cette injonction qu'il va obéir? Je n'en sais rien. Mais je suis d'accord que c'est le chef de l'État qui, encore une fois, est la solution. C'est lui seul qui peut dire aujourd'hui, je prends dans l'intérêt supérieur de la nation cette décision. Malgré moi, il insisterait peut-être là-dessus, de retrocéder ces fonds défalqués pour que l'école fonctionne, pour que les magistrats reprennent donc le chemin des tribunaux, pour que les médecins reprennent donc la route des hôpitaux. Sans cela, puisque c'est la seule revendication aujourd'hui, et je ne sais pas, si on prend l'enseignement par exemple, on tire que l'année est vraiment blanchie. C'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que ça résout le problème? Parce que il aura la rentrée prochaine également. Et sans avoir réglé ces problèmes-là, je ne vois pas comment la rentrée commencerait. Donc, on serait, n'est-ce pas, là, dans cet engrenage-là. Et c'est la solution. C'est retrocéder. Moi, je ne vois pas encore. Les médiateurs officiels comme non officiels, je pense qu'ils ont déjà dit ce qu'ils ont à dire. Le chef de l'État, comme le gouvernement, ils ont déjà battu toutes les cartes. Vous voyez, ils ont menacé donc de constater l'abandon des gens. Ils ont envoyé les policiers dans les écoles. Ils ont, la dernière qu'ils ont faite... Non, tout cela relève quand même de la restauration voilà, de l'État. on a suscité des syndicats, on a suscité des syndicats. Et ils ont suscité des syndicats qui ont déclaré donc désormais la rentrée, la reprise. Non. Moi, personnellement, j'ai fait le tour le mardi, au lendemain donc de cette levée de motion. J'ai fait le tour, je suis allé à l'école primaire publique de Bégamin, qui est en face de Notre-Dame. Rien, il n'avait rien. Je suis allé à Kadia, il n'avait rien. Il n'avait qu'une seule stagiaire en classe sur 4 groupes pédagogiques. Donc, vous voyez, le problème n'est pas là. Une fois on lance, peut-être ça prendrait, mais ça n'a pas pris. Quand ça n'a pas pris, revenez et prenez la bonne décision. C'est la bonne décision. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est le chef de l'État. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut peut-être demander au Bénin de prier pour adoucir le corps du chef de l'État. Et si ça marche, ça marche. Adoucir le chef de l'État. Mais Raoul, est-ce qu'à votre avis, quand le chef de l'État reste dur et ferme par rapport à sa décision, est-ce que cela ne veut pas s'inscrire dans la dynamique de vouloir mettre fin quand même à une pagaille qu'on avait observé par le passé, où quand même les mouvements de grève deviennent quand même des mouvements de théâtre, où quand même on essaie quand même de s'exhiber pour quand même essayer quand même de chanter ou peut-être de régler des comptes personnels au chef de l'État? Les grèves sont malheureusement une âme syndicale. Et
nulle part, l'employeur n'a jamais voulu être généreux avec le travailleur et le travailleur n'a été jamais satisfait. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, prier pour que le chef d'État adoucisse sa position et tout, je crois que notre pays souffre de quelque chose. Notre pays souffre d'un manque d'autorité morale. Il n'y a pas d'autorité morale dans ce pays. Tout à l'heure, je parlais de Ganti, qui, quand même, depuis son décès, quand elle a essayé, mais très tôt, l'a confondu dans les combines politiques. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autorité qui puisse aujourd'hui, devant qui le chef d'État peut fléchir, voilà, qui est un peu en froid avec, comme on le dit, avec les deux anciens présidents, ou bien les deux anciens présidents vivants. Donc, il n'y a pas d'autorité morale aujourd'hui qui puisse parler dans cette crise. Les médiateurs, je n'en ai pas vu aucun. Quand on parlait tout à l'heure que le chef d'État n'est pas en dehors de sincérité avec les anciens présidents, les défenseurs de la politique gouvernementale estiment ou peut-être défendent la thèse selon laquelle les mouvements de débrayage qui s'effectuent aujourd'hui relèvent au plus de la légitimité quand même de main invisible. Non, on l'a tous dénoncé. Quand vous voyez par exemple les gens dans une marche arriver à Kadian et dire nous allons chez Yahi pour qu'ils viennent nous sauver, vous avez tendance à dire que ça vient de là. Mais l'autre chose, c'est dans les deux camps. Quand j'ai écouté un député, pour ne pas dire Orden Aladati, venir dire à la télé que lui, il a eu à rencontrer les syndicalistes pour dire de faire grève contre Yahi, je dis que, en fait, c'est soit l'arroseur qui est arrosé, ou bien c'est une pratique. On sent une promiscuité entre syndicats et gouvernement. Un complot derrière le peuple. Syndicats et hommes politiques. Et ça se joue ainsi. Parce que quand vous voyez chaque fois, comment j'ai toujours déploré qu'avant, aujourd'hui ils ont trouvé maintenant, ils ont élu domicile au Codiam. Sinon, avant, les sorties du FSP se faisaient à la Bourse du Travail. Donc la Bourse du Travail était devenue... le vendredi hier, c'était encore la Bourse du Travail. Ah bon, la Bourse du Travail était devenue, un tant soit peu, un siège de parti politique au lieu d'être la maison des travailleurs. Et on nous dit que ça a été toujours comme ça par le passé. Alors quand c'est comme ça, on chercherait toujours de mains invisibles. Vigilance, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y a une télécommande cette fois-ci? S'il y en a, oui. Elle est où? Puisque par le passé, on parlait de télécommande de Paris. Moi, je pense qu'avant de parler de main invisible, il faut régler des télécommandes. Bon, télécommande, main invisible. Il faut d'abord régler ce que vous voyez. Moi, je pense qu'il y a des on estime que c'est la télécommande qui allume et éteint. Ce n'est pas impossible. Et surtout, ceux qui crient à la télécommande, c'est ceux qui ont été les télécommandes hier, qui savent comment ça fonctionne, qui savent ce qu'ils ont pu faire en de pareilles circonstances. Donc, à votre avis, aujourd'hui, c'est un sursaut patriotique? C'est FSP qui est ainsi dans le pays. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il n'y a aucune main visible et que les syndicalistes, les grévistes vont de façon autonome, en toute autonomie, je ne peux jurer de rien. Grève? Je ne vis pas dans les couvents politiques, je ne vis pas dans les couvents syndicaux, mais je vous dis encore une fois que les problèmes, au moins ce qui est visible, le gouvernement aurait dû régler ça, quitte à montrer sa bonne foi et quitte à montrer à l'opinion que face à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accordé, si ça continue, ça ne peut qu'être des mains invisibles. Et je dis encore une fois, c'est sans doute ça. Et Raoult vient de le dire, parce que ces mains-là également ont pu agir hier, n'est-ce pas, qu'elles savent qu'il est possible que ce soit aussi d'autres mains qui aient pris leur relais, qui soient en train d'agir aujourd'hui. Alors avant de peut-être passer au sujet suivant, j'ai quand même envie de recueillir vos impressions sur l'animation de la vie politique par le Front pour le sursaut patriotique. Vigilance. Bon, moi je vois que le Front pour le sursaut patriotique, jusqu'à un passé récent, c'était le regroupement qui tenait, n'est-ce pas, la ligne dure de l'opposition dans le pays, ceux-là qui osaient encore lever la tête, dénoncer certains mots de gouvernance dans le pays. Et ils en ont dénoncé beaucoup hier, vendredi. Ils en ont dénoncé hier, encore vendredi. Et je pense que c'est en partie de cela que leur leader, à l'époque, Laurent Métoyon, a payé, qui se trouve encore en prison. Moi, on me dira difficilement que ce n'est pas passé par là. Quand vous voyez l'agenda du FSP, quand vous voyez ce qui était annoncé avec les assises, tout le reste, et surtout cet ultimatum qui était envoyé au gouvernement, on ne savait vraiment pas de quoi cela pourrait retourner. Et donc, pour moi, ça peut passer par là. Quand vous voyez surtout la solidité ou le défaut de solidité, n'est-ce pas, de ce qui est reproché à ce leader du FSP. Donc, le FSP, pour moi,
ce qui est présenté, c'est un front de circonstances, comme ils disent eux-mêmes, pour aller contre une situation, un front de syndic. Donc c'est pas un regroupement de déçus, de frustrés de la gouvernance actuelle, comme bondissent quand même les défenseurs de la politique actuelle. Ah oui, selon quelle perception moi, je ne suis pas d'accord. Je vais rebondir sur ce que disait mon confrère d'en face pour dire que c'est Laurent, maintenant, dans le FSP, était organisateur, c'est pas le leader. Ça, c'est un. Et le dossier dans lequel... Le leader du FSP, c'est qui? Il n'était pas le leader. D'accord, mais le leader, c'est qui? Il nous allait demander au FSP, on l'appelle organisateur. Maintenant, si je veux revenir sur le dossier dans lequel il a été, je peux me taguer, est-ce que Nord-Sud fait partie de ceux qui ont lancé ce dossier-là. Donc, c'est un dossier qu'on connaît. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Au contraire, le FSP n'a pas vu, si aujourd'hui, ils avaient eu tout ce qu'ils avaient comme information, ils n'auraient pas fait ce genre d'agitation autour de ce dossier, ils auraient procédé autrement. Le FSP, moi je loue, comment dirais-je, l'audace dans leur discours. Comme personne n'interdit les discours, donc ils le font tous les jours, mais je ne vois pas du nouveau. Je ne vois pas du nouveau parce que on fait conférence de presse les dénonciations tous les jours. Et les marches. Après, on fait des marches et on connaît le mode opératoire des communistes parce qu'aujourd'hui, sans le vouloir, nos amis qui sont arrimés aux communistes aujourd'hui dans le FSP deviennent plus des communistes. Quand vous lisez les discours, vous savez que ça, c'est... Des PLP, des FCBE. Ça, vous savez que ça, c'est des communistes. C'est le communiste qui est porte-parole. Je vous comprends, mais j'aimerais vous demander, est-ce qu'à votre avis, les dénonciations et les marches peuvent faire changer le gouvernement? Oui. Oui. Parce que les marches ont été, quand vous lisez un peu l'histoire de ce pays, les marches ont fait partie de Kérékou. Si dans une période récente, les marches ont fait de Yahi candidat. Yahi était déjà exclu en 2006, les marches ont fait de Yahi candidat avec Elan et tout. Et les marches ont lancé Mercredi Rouge, les marches ont fait le talon président de la République. Donc les marches peuvent faire beaucoup. Il ne faut pas minimiser les marches. Mais c'est quand... c'est les mêmes acteurs, c'est le même discours. Et il n'y a pas du nouveau. Parce que de la dernière conférence du FSP à celle d'hier, vendredi, je ne sais pas s'il y a eu du nouveau. Je peux me tromper. Oh, merci à vous, Raoul. Nous aura compris. Nous allons passer à ce sujet qui a un peu, tout au moins, animé aussi l'actualité cette semaine. C'est un sujet relatif qui rebondit quand même sur le verdict prononcé dans cette affaire de faux médicaments où les grossistes répartiteurs ont été emprisonnés. D'aucuns parlent de faux médicaments. Les pharmaciens qui sont reconnus comme quand même les professionnels de médicaments parlent que ces médicaments ne sont pas des faux médicaments, mais des médicaments qui sont des vrais, mais qu'il y a eu peut-être manquement au niveau de la procédure d'importation. Alors, en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias, quand vous avez analysé cette situation, Gilles Avancet, qu'est-ce que vous en retirez, vous en tirez? Je retiens que cela va très vite et cela est allé très vite, n'est-ce pas, dans ce dossier-là. Vous avez constaté que la justice est paralysée en ce moment et pourtant cette affaire, ce dossier est allé très vite comme une exception pratiquement. Santé publique, on nous a dit. D'accord, la bonne raison, le bon argument. Et donc, je retiens que tout ne s'est pas encore joué. Vous voyez, la diligence d'hier, aujourd'hui, il y a aussi ce communiqué du gouvernement qui appelle, n'est-ce pas, les grossistes, qui sont par ailleurs déjà en prison, qu'on invite, n'est-ce pas, à une réunion, je crois, avec le chef de l'État, avec le ministre de la Santé. Et donc, au début de cette affaire, j'avais déjà demandé de faire attention et surtout aux acteurs, les pharmaciens et autres, d'être assez vigilants parce que ça n'a pas manqué. Ça va très vite. On a suspendu l'ordre et on me dit qu'on va tout remettre en ordre. Et dans tout remettre en ordre, voilà les grossistes qui sont déjà les sociétés donc, qui sont déjà en difficulté. Un peu représentatif de ça veut dire quoi? Il a des places à prendre. Moi, je pense que c'est les enjeux financiers. Il faut aller voir au-delà de tout ce qui se joue. Les enjeux financiers derrière cette affaire-là. Et c'est dans les jours à venir, c'est dans les mois à venir qu'on va mieux percer donc, le secret de ce dossier. Alors, sur une question de santé publique, aujourd'hui, on parle de faux médicaments. Le ministre de Benou, lors du point de presse qui a suivi au lendemain de ce verdict, dit quand même que les médicaments retrouvés sont des faux médicaments. Il ne l'a pas dit, peut-être avec le mot, mais il dit que quand les grossistes veulent eux-mêmes consommer des médicaments, qu'ils importent pour eux-mêmes, mais vendent d'autres produits pour à la population. Alors que dans le même que relevé le Conseil des ministres, on parle de manquement
à la procédure d'importation et on dit qu'on retire l'agrément. Est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie qui s'installe aujourd'hui? Je crois que vous-même vous avez déjà tout dit. Heureusement que le ministre qui joue aujourd'hui le rôle de porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres n'est pas médecin, ni pharmacien, ni tout ce que n'est pas de la chaîne de la santé. Donc, je ne suis pas sûr. Quand vous voyez le compte rendu du Conseil des ministres et vous regardez ses propos, je ne suis pas sûr qu'il ait traduit fidèlement ce qui a été dit en Conseil des ministres. Soit ça a été dit, mais ce n'est pas dans le compte rendu. Ben, la thèse de faux médicaments, moi je prends beaucoup de précautions, je n'aime pas d'ailleurs l'utiliser, je préfère qu'on me parle peut-être d'éventuelles ventes illicites de médicaments. Là, parce que il se trouve que New Sésame, c'est un laboratoire connu, et c'est pas seulement au Bénin. Peut-être qu'un laboratoire a logé chez quelqu'un qui n'a rien dans la matière d'officine pharmaceutique et tout, ça pose un problème. Ça, c'est la justice, c'est à la justice on le dit, compte tenu des tests en la matière. Mais parler de faux médicaments, il voudrait savoir, jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on a pris les tonnes de médicaments, près de 40 tonnes, je crois, de médicaments chez le député Atao, s'il y a déjà eu un laboratoire où on a expertisé ces médicaments, on a contrôlé si c'est de faux médicaments ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Puisque jusqu'à présent, je crois que c'est gardé et surveillé par des forces de l'ordre. Donc, peut-être ça peut dégénérer aussi. Et là-bas, dans quelles conditions ces médicaments sont gardés. Donc, pour le moment, aucun laboratoire ne nous a encore démontré que c'est des médicaments de qualité douteuse, c'est de faux médicaments. Donc, cette thèse de faux médicaments, il faut qu'on essaie de... Maintenant, je crois que j'ai lu, je crois hier ou aujourd'hui, j'ai lu la réaction d'un des grossistes, pour ne pas dire Gapo, le docteur Adebo, qui a fait un long communiqué. Je crois qu'il y a eu une sorte de... je crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On a mis la charrue avant le bœuf parce que, par exemple, si le gouvernement vient aujourd'hui à demander une rencontre entre les représentants des sociétés de grossistes répartiteurs et le gouvernement aujourd'hui, peut-être on aurait dû faire tout ça là avant d'aller au pénal. On aurait dû faire tout ça là. Maintenant, il y a l'ordre des pharmaciens qu'on a dissous aujourd'hui. Mais depuis... Il dit qu'il parle de suspension. Qu'on a suspendu. Mais depuis, je crois que depuis que ce pouvoir est là, il savait que au niveau de l'ordre, ça n'allait pas. Il y avait un bicéphaliste qui ne dit pas son nom. Et il y avait Aïnalou d'un côté, il y avait Toukourou de l'autre. Ils sont allés... Donc, le gouvernement n'a pas cherché à régler ça. Peut-être on aurait pu régler les questions. Parce que quand on parle de l'ordre, c'est une délégation de pouvoir. Le pouvoir, l'État central délègue son pouvoir pour que certains soient organisés. Donc, l'État pouvait taper du poing sur la table, suspendre déjà peut-être depuis qu'ils étaient là. Donc, ça fait 2 ans qu'on aurait pu régler ce problème-là et qu'on ne serait pas là aujourd'hui à parler de faux médicaments. Maintenant, quand on nous dit, qu'on nous sert d'autres médicaments dans les pharmacies et c'est d'autres médicaments que les gens consomment. Mais depuis que cette histoire a commencé, je n'ai vu aucune pharmacie vidée jusqu'à présent. Et les gens sont en prison. Alors pourquoi l'État attend, le gouvernement attend pour vider les pharmacies et remettre les bons médicaments? Parlons de pharmacie exactement, quand on sait qu'il y a quand même des structures étatiques qui effectuent des contrôles dans les pharmacies de façon inopinée et que ces structures opèrent depuis toujours jusqu'à présent aujourd'hui, est-ce que l'État aussi n'a pas failli dans sa responsabilité de réguler le secteur quand même on sait que le secteur est sensible et que des tests encadrent quand même la promotion des pharmacies? Non, mais c'est l'autre facette, n'est-ce pas, du problème que vous abordez. Parce que quand on a dit tout ça là, et vous situez la responsabilité de l'État également, tout au moins dans son rôle de protection, n'est-ce pas, des citoyens, de son rôle de la santé publique, d'assurance de la santé publique. Vous trouvez que l'État a failli. Les produits ne sont pas enlevés, n'est-ce pas, du port sans la douane, par exemple. Les produits ne sont pas enlevés et sortis du circuit normal sans la direction des pharmacies. Il existe aussi une centrale d'achat des médicaments à la CAMU, par exemple. Et donc,
où se trouve la responsabilité? Il y a la direction des pharmacies, Exactement. qui existe, et dont le directeur est aujourd'hui libre. Exactement. Tout au moins qu'on nous dise qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au niveau de ces structures-là pour que ce qu'ils dénomment désordre sur la santé publique, puisqu'on parle tout de même de la santé publique. Alors, Vigile, s'il y a autant de goulot d'étranglement, pourquoi de façon sommaire et expéditive le gouvernement, il y a eu quand même, la justice a pu prononcer un verdict, et qu'au lendemain, directement, le gouvernement décide de réformer le secteur avec à la tête d'une commission, sans peut-être évoquer, même si peut-être ça peut être fait, on n'a pas évoqué, il y aura la commission qui va s'agir, ce sera entre le ministre garde des Sceaux, le ministre de la Justice et le ministre garde des Sceaux et le ministre de la Santé. Alors quand on sait que le secteur est un secteur assez sensible et qu'il n'y a que les professionnels en la matière qui puissent quand même en parler. Est-ce qu'on ne tend pas encore vers une autre tension sociale parce qu'ils vont dire qu'on a réformé le secteur sans les appeler et qu'à la finalité, on assiste encore à un bras de fer? Non, je crois que pour le moment, ils sont terrorisés. Interroger les acteurs, ils sont tous terrorisés. Ils ont vu les grossistes, les patrons là où ils sont aujourd'hui. Et donc, vous voyez, les autres se rangent. Les autres pharmaciens se rangent. Je vous ai déjà dit... Il paraît que Adjegoun l'a affecté le jour-là. Est-ce que Adjegoun aura bonne vie à cause de cette affaire? Oui, parce que ça c'est plutôt... Pangea 9 n'a pas pu supprimer Adjegoun. Il y a quelques dames qui restaient, qui se sont reconverties d'après les informations ont fêté, paraît-il. Non, ils vont fêter parce qu'ils vont peut-être se dire, bon, voilà une occasion de vengeance. Ceux-là qui étaient nos terroristes aujourd'hui, voilà, notre terreur désormais se trouve aussi en prison. C'est juste sur ce plan, mais ce n'est pas que Adjegoun va réapparaître ou faire de meilleures affaires. Désormais, je ne crois pas. Donc, je pense qu'il faut que ceux-là qui sont aujourd'hui les acteurs de l'État sachent qu'ils ne sont pas seuls, que les gens les observent, les gens analysent aussi ce qui se fait et que on verra jusqu'où ça va aller. Donc, sans doute, encore une fois, la destination dira tout. Vous voyez, moi je dis encore une fois, qui parle de médicaments, qui parle à l'international, parle de films, de grand trafic, de gros intérêts. Et il n'est pas certain que tout ça ne soit pas derrière ce qui se passe aujourd'hui. Ça doit pouvoir expliquer les choses. Et nous allons attendre, nous n'avons qu'à attendre un peu seulement pour voir. Vous avez parlé de précipitation, de justice expéditive ou presque. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi avoir donc décidé de tout suspendre avant de réunir les acteurs? Vous voulez discuter avec qui sont les interlocuteurs? Parce que je ne sais pas, donc attendons de voir simplement. Alors, Raoul, pour finir ce sujet, je vais vous poser une question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui où les acteurs, comme le disait tantôt Vigile, sont terrorisés, est-ce qu'il ne faille pas faire une rétrospection entre eux-mêmes et savoir un peu d'être solidaire pour essayer quand même, peut-être si c'est que ça devient peut-être un duel entre eux et le gouvernement, de pouvoir affronter quand même pour que le bonheur des populations béninoises puisse être mis en exergue? Moi, je ne crois pas que les acteurs soient terrorisés parce qu'il y en a même qui ont des syndicats qui font, au fur et à mesure que la situation évolue, des communiqués et tout. Ceux qui ont leur pharmacie, ils sont à l'aise, les gens continuent de payer dans les pharmacies. Moi, je discute avec les acteurs. De quel acteur s'agit-il? Vous parlez des grossistes répartiteurs, il y en a qui ne sont pas inquiétés aussi. Ben, je crois que ceux qui ont été interpellés, pour l'information qu'on a, peut-être il y en a dont on va retrouver les reçus dans les perquisitions et tout. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des preuves fabriquées par le passé pour les gens? Je crois que ce qu'on doit être plus interpellé aujourd'hui dans cette crise, c'est ce qu'on appelle, ces mange-mille, je les appelle, les associations de consommateurs. Qui, jusqu'à présent, moi je pense que c'est eux plutôt qui sont terrorisés. Parce qu'ils sont même tétanisés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune association de consommateurs n'a réagi dans cette crise pour dire non, on a dit que vous consommez de faux, mais les consommateurs, on prend de faux médicaments ici. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Je ne sais pas si la santé des populations ne les intéresse pas. Je ne sais pas. Ils y réfléchissent sûrement, peut-être ne pas réagir peut-être dans la précipitation. Non, mais je crois que ce que vous voulez dire, en fait, c'est que nous-mêmes, consommateurs, dont il s'agit, parce qu'il s'agit de notre santé, nous avons démissionné, nous ne prenons pas le problème à charge. C'est pourquoi la balle se joue. Confiance à l'État. Non, on peut pas faire confiance à l'État. On ne peut pas faire confiance.
l'État a un rôle régulateur, mais on ne peut pas faire totalement confiance à l'État. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, surtout quand on reste dans ce secteur, la crise dans le secteur, dans l'ordre, par exemple, des pharmaciens, ça date de plus de 2 ans. Mais s'il n'y avait pas cette crise supposée de faux médicaments, on ne va pas entendre une suspension de l'ordre pour remettre tout à plat et recommencer à zéro, non. Donc, je crois que l'État, à un moment donné, ne nous inspire plus confiance, on doit pouvoir se prendre en charge. Mais nous, et c'est le rôle de ces associations-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit mot. On ne sait même pas s'ils existent. Ils préfèrent courir derrière les GSM. Merci à vous, Raoul Oussounou. Merci à vous, Virginie Lawancé. C'était Info Hebdo. Mais avant de vous laisser, j'ai quand même envie de vous arracher un petit mot sur cette actualité de ce samedi. Depuis hier, vendredi à aujourd'hui, l'actualité au Bénin aux couleurs de la vague bleue. On parle de congrès ou de mouvement politique qui sera né, qui porte pour leader charismatique Sébastien Germain à Javon. À quoi pourrons nous attendre les jours à venir en ce qui concerne l'animation de la vie politique au Bénin, Virginie? Non, pour les premiers échos qu'on a des fois déjà, vous voyez les acteurs qui se réunissent, c'est comme, disons, un autre front qui naît, le front de l'opposition. Vous voyez tout un mélange, un melting pot d'acteurs politiques d'hier qui se recoupent derrière Sébastien Germain à Javon, vous l'avez dit, n'est-ce pas, pour faire front, pour faire face donc, au président Patrice Talon. Je pense que c'est l'opposition qui est ainsi relancée. On verra bien ce que ça va donner. Raoul, est-ce que le président Patrice Talon a des raisons de s'inquiéter avec la naissance du mouvement SG? Je pense que ça dépend du président Talon. La conquête des élections prochaines? Non, on n'est pas encore là. 2021 encore. 2019 peut-être? 2019 encore même, je dirais que c'est encore loin. Ah non, mais ça, je dis que c'est encore loin parce que... se joue déjà là. Non, je pense que beaucoup de choses peuvent se passer avant les législatives de 2019. Hier, il y a eu le congrès de FCD. Il y a le congrès du parti de Adiavon, je crois que on doit s'en féliciter. Ça passe la vitalité de la démocratie. La vitalité de la démocratie. Et on ne doit plus passer. Parce que quand vous parlez de Talon, il n'est pas au-dessus du pays, il n'est pas plus que le pays. C'est le pays d'abord. Vous parlez d'Adiavon, il n'est pas au-dessus du pays. C'est d'abord la démocratie béninoise qui s'en sont grandie. Donc le reste, ça se jouera. Merci à vous, Raoul Oussounou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Nord-Sud Quotidien. Vous étiez face à Virginie Lawancé. Il est journaliste à Radio Soleil. Ensemble, nous avons décrypté l'actualité, les sujets phares de l'actualité tout au long de cette semaine. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les 3 www.rti.com.